La souveraineté énergétique, on en parle beaucoup, mais concrètement, où en est-on? Est-ce que nos réseaux sont prêts? Est-ce que les filières sont vraiment autonomes? Et puis, qui finance quoi? Pour en débattre, je vais appeler sur scène 4 intervenants qui vivent ces questions de l'intérieur. D'abord, Arnaud Patiot, directeur régional Pays de la Loire de Total Énergie. Josquin Vernon, chargé de mission suivi de la filière nucléaire à la délégation interministérielle au nouveau nucléaire. Pas facile à dire. Carole Pitou-Agoudo, déléguée de RTE pour l'Ouest de la France, et Stanislas Landry, directeur du marché d'affaires chez EDF. On peut les applaudir. Et je vais d'abord laisser la parole... Ah oui, vous pouvez vous installer comme vous voulez, pas de souci. Je vais d'abord laisser la parole à Josquin Vernon pour nous faire une petite keynote de 10 minutes. Et puis on reprend la parole après pour le débat. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme vous avez compris, je travaille à la délégation interministérielle du nouveau nucléaire, donc vous vous étonnerez pas que ma prise de parole soit quand même assez orientée sur ce versant-là de la souveraineté énergétique. Pour peut-être situer la délégation interministérielle du nouveau nucléaire, c'est le service du Premier ministre qui a été constitué dans la foulée du discours de Belfort pour superviser les programmes nucléaires nouveaux qui ont été annoncés en 2022. Alors où en est-on aujourd'hui sur la facture énergétique de la France actuellement? On est globalement sur un pays qui importe à peu près 2/3 de son énergie en énergie fossile carbonée, et dont 1/3 vient de production électrique et qui sont davantage souverains, en tout cas à différents degrés. Ça c'est la situation à date. Où est-ce qu'on veut aller? Ça c'est à peu près clair et à peu près partagé en Union européenne en tout cas. On veut aller vers un continent qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. Ça on le comprend bien, puisque là on sort d'une canicule au printemps. Pour information, les installations nucléaires qu'on projette aujourd'hui et qui sont faites pour tourner encore en 2100 se projettent sur des journées à 53 degrés en Normandie. Donc on se dit que c'est important et qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Donc, pour ce qui concerne la neutralité carbone, en 2050, la politique du gouvernement est relativement stable, quoi qu'on en dise, au moins sur les axes qui sont promus depuis un certain nombre d'années. Ces axes, il y en a 4. Le premier, c'est l'axe de la sobriété, donc qui consiste à essayer de limiter des usages dont on peut se passer en termes de consommation énergétique. Le deuxième pilier, c'est un pilier plus d'efficacité, alors qui sont soit recherchés par des mesures d'optimisation typiquement de la consommation des bâtiments ou des choses comme ça, pour lesquelles en fait il y a une souveraineté, mais qui s'incarne dans les actifs de chacun. Et puis aussi qui a des effets un peu plus mécaniques, qui est que quand le parc automobile passe de véhicules thermiques qui n'utilisent en fait qu'un tiers de l'énergie qui entre dans leur réservoir à des véhicules électriques, il y a un effet d'efficacité qui est mécanique et qui est en fait une conséquence même du changement de technologie qui est poussé. Il y a un effet il y a un axe de déploiement des ENR, alors qui marque un peu le pas aujourd'hui pour des raisons essentiellement de difficultés d'équilibrage entre l'offre et la demande sur les différentes heures de la journée. Et enfin, l'annonce de la reprise d'un nouveau programme nucléaire, donc qui repose sur cinq dimensions. D'une part, le fait de restaurer la production, le niveau de production du parc électronucléaire tel que nous en disposons aujourd'hui, puisqu'en fait ce niveau de production s'est quand même quelque peu érodé par rapport au début des années 2000. Et voilà, on constate une amélioration graduelle du niveau de production de notre parc électronucléaire. Le deuxième axe, c'est la construction de nouveaux réacteurs de technologie EPR2 sur lesquels je vais revenir plus en détail.
Il y a la construction d'infrastructures du cycle du combustible, parce que ces réacteurs, il faut bien les alimenter. Et on a déjà une grande partie, et ça j'y reviendrai aussi plus en détail. Et ensuite, il y a d'une part la préparation de la fermeture du cycle, donc pour la reprise de projets tels que, enfin nous en avons déjà eu sur le territoire, à travers Rhapsody, à travers Phoenix, Super Phoenix et Astrid, la reprise de projets qui nous permettent en fait, de consommer, au lieu de consommer les 0,7% de l'uranium que nous avons à disposition, de pouvoir consommer ensemble. Et enfin, le cinquième axe, c'est le fait de développer des filières de SMR qui, en fait, adressent un marché qui est un peu différent de celui des gros réacteurs. Les gros EPR2 sont adaptés à des pays comme le nôtre qui ont un réseau capable d'encaisser des unités de production qui lui injectent 1650 MW. Tous les réseaux du monde n'ont pas cette capacité. Et donc c'est aussi un produit qui est davantage orienté vers des pays avec des réseaux avancés. Pour être bien clair sur les objectifs du programme EPR2, il s'agit quand même essentiellement avant tout d'un programme de remplacement du parc électronucléaire existant. Le gros de la capacité nouvelle en termes de production électrique que nous visons, c'est quand même essentiellement les ENR qui ont vocation à la fournir. Parce que c'est ça qui se déploie le plus vite et c'est ce qui permet de faire la masse. Pour autant, et c'est une des choses qu'ont montré un certain nombre de travaux, dont les travaux de RTE sur le sujet, les voies sans nouveau nucléaire auraient été des voies où le nombre de parties technologiques à prendre était paradoxalement les plus élevés. Alors pour ce qui concerne les différents volets du programme nucléaire que je viens d'évoquer, donc chaque EPR2, enfin, le programme que nous concevons est un programme qui repose quand même sur un premier lot de PR2 dont la décision d'investissement doit être prise ou non à la fin de l'année 2026, et dont chacun a environ une capacité de production de l'ordre de 20 TWh par an, ce qui est des unités de production particulièrement massives, comme je l'évoquais. Et avec ça, il y a aussi donc toute la partie cycle du combustible qui a commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà en construction des nouvelles capacités d'enrichissement de l'uranium qui sont en construction au Tricastin par Orano. Et il y a tout un programme qui traite, lui, spécifiquement de l'aval du futur, qui traite essentiellement de la partie des combustibles qui sont le recyclage de ce qu'on peut tirer des combustibles usés après leur utilisation en réacteur. Ça, c'est un bloc technologique qui est très lourd, très complexe, que très peu d'États maîtrisent en entier dans le monde. Et en fait, la France est le seul pays qui a les capacités industrielles déjà sur les territoires pour le faire à une échelle industrielle. Il y a également au sein de ce programme une usine de fabrication de ce combustible issu du retraitement du plutonium, le MOX, donc qui est un projet qui doit arriver assez vite en Normandie, et à moyen terme, au sens nucléaire du terme moyen terme, des capacités pour renouveler les usines de retraitement de La Hague, qui doivent arriver à leur fin d'utilisation opérationnelle actuelle en 2050. Le tableau ne serait pas complet sans le versant recherche du volet nucléaire. La construction du réacteur Jules Horowitz à Cadarache a commencé il y a un certain nombre d'années et a vocation à compléter ce dispositif pour donner à la France la capacité d'avoir des moyens de recherche, tout simplement, sur les sujets, sur les technologies nucléaires, notamment pour maîtriser le vieillissement de ces installations, pour aussi concevoir de nouveaux réacteurs.
Et plus récemment, un programme de fermeture du cycle, l'étude d'un programme de fermeture du cycle a été repris pour envisager la suite pour, si j'ose dire, pouvoir se boucler la boucle et se passer les importations d'uranium étranger. Donc vous allez me dire la souveraineté dans tout ça. La souveraineté, au moins sur le programme que je viens d'esquisser, elle repose sur la maîtrise de plusieurs aspects. Le premier d'entre eux, c'est la technologie. Les technologies dont on parle sont des technologies sont des technologies françaises dont la propriété intellectuelle est bien dans ce pays et pour lequel on n'a pas de restriction d'usage liée à des licences. Il y a une partie très significative des composants, c'est le deuxième volet de cette souveraineté, les composants de cette souveraineté, de ce programme, ils sont massivement produits en France. On a quelques points quelques points sur lesquels il y a, on accepte un certain nombre de dépendances étrangères et qu'on tâche de mettre sous contrôle. Mais c'est un petit peu comme ce qu'évoquait le collègue de la Direction générale de l'armement tout à l'heure. Il y a un certain nombre de briques technologiques sur lesquelles ça n'a pas forcément de sens de construire des capacités de fonctionnement entièrement autarciques. Mais on est sur un niveau d'achat pour les programmes que je viens d'évoquer qui sont en fait dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'a évoqué sur la DGA pour le PANG, c'est-à-dire de l'ordre de 90% de la valeur de ces programmes qui sont exécutés en France. Le troisième volet, je l'ai un peu esquissé, mais c'est le volet recherche. On fait en sorte de maintenir de maintenir notre capacité à rester à la pointe sur les technologies que nous évoquons et qui, sur les constantes de temps qu'on évoque, vont changer. Et on ne sait pas du tout comment les réacteurs qui se construiront dans les années 2070 se construiront, mais on fait ce qu'il faut pour être dans la course à ce moment-là. Et enfin, il y a le volet combustible. Aujourd'hui, le combustible, comme vous savez, depuis 2001, on n'extrait plus l'uranium du sol français. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais essentiellement du fait que ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue minier d'extraire de l'uranium de filon où on est à des pour 1000 en teneur disponible quand il y a des mines où on a des dizaines de pourcents d'uranium dans le sol. Et donc aujourd'hui, l'indépendance sur laquelle on veille en matière d'approvisionnement du combustible, elle repose essentiellement sur la diversification des fournitures à travers l'approvisionnement au Canada, en Australie, au Kazakhstan, au Ouzbékistan. Il ne vous aura pas échappé que un de nos grands acteurs de l'industrie minière de l'uranium a perdu le contrôle sur ses actifs au Niger. Ça n'a pas empêché les usines françaises de continuer à produire. C'est l'exemple de la résilience de la stratégie que nous mettons en œuvre. Donc tout ceci étant dit, le nucléaire civil, comme je l'ai évoqué, ne recherche pas un fonctionnement autarcique comme d'autres branches de l'industrie nucléaire. Et une des choses aussi, c'est qu'on ne s'interdit pas, à partir du moment où certains éléments sont critiques pour notre capacité à construire les nouvelles installations nucléaires, on cherche à diversifier ses approvisionnements parce que c'est rationnel, et on ne s'interdit pas d'avoir ces diversifications à l'étranger parce qu'il serait aussi contre-productif de chercher à avoir une autonomie énergétique qui se construirait sur un fonctionnement qui fait qu'on produirait beaucoup plus cher l'énergie en voulant qu'elle soit entièrement française que si on se permettait d'approvisionner un certain nombre d'éléments, notamment en Union européenne, où il y a des capacités, on a parlé en particulier de l'Italie tout à l'heure, qui ont des capacités de production de certaines briques qui sont compétitives par rapport aux nôtres. Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne s'interdit pas cette interdépendance.
Et j'en terminerai par là. Ça illustre le fait qu'en matière de souveraineté énergétique, la réflexion ne se passe pas qu'en amont. C'est pas que notre capacité à produire nos propres composants qui fait la souveraineté. C'est aussi notre capacité à produire une énergie abondante et pas chère, parce que c'est ça c'est ça qui nourrit notre économie, qui permet au reste des éléments de la souveraineté d'avoir une base solide. Je vous remercie. Merci beaucoup, Josquin Vernon, chargé de mission suivi de la filière nucléaire à la délégation interministérielle au nouveau nucléaire. Je vous propose de rejoindre nos invités pour à peu près 35 minutes de débat. On a pris un petit peu de retard ce matin, mais on va essayer quand même de mener à terme ce débat passionnant sur la souveraineté énergétique. 4 questions principales qu'on va vous poser. On va commencer tout de suite. La mondialisation nous a rendus dépendants. Où en est-on vraiment? Une vaste question. Je commencerai par Arnaud Patiot, directeur régional Total Énergie, Pays de la Loire. On entend souvent qu'on critique les compagnies énergétiques et en même temps, on sait bien qu'on ne peut pas faire sans elles aujourd'hui. Concrètement, à quel point la France dépend encore des énergies importées? Arnaud Patiot. Beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Ravi de partager cette table ronde, notamment aux côtés d'EDF. Souvent, vous savez, on a tendance à opposer les différents énergéticiens, que ce soit EDF, Engie ou Total Énergie. Et finalement, vous verrez qu'on a une forme de convergence dans nos stratégies, mais on le complétera. Allez, juste pour illustrer cette dépendance. Aujourd'hui, en France, notre consommation d'énergie finale, c'est encore 58% de fossiles. On a la chance d'avoir de l'électricité très largement décarbonée grâce au nucléaire, grâce aux renouvelables. On a des grands acteurs, mais retenez ce chiffre-là, 58% en France, c'est encore de l'énergie fossile. À l'échelle mondiale, on est à 80%. Pourquoi? Parce qu'on a encore du charbon qui est à plus de 20% dans cette consommation finale. Donc autant vous dire qu'en termes de dépendance, vous savez, souvent on dit en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées mais pas de pétrole. C'est toujours le cas. Globalement, on n'a pas de pétrole. Alors on a la chance, on a un peu de biogaz. C'est une filière qui se porte bien, qui se déploie. Total Énergie fait partie des acteurs du biogaz. On a 2 sites de méthanisation. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est 58% d'énergie fossile largement importée. Ça coûte 60 milliards à la France. Donc la souveraineté aujourd'hui, elle se pose plutôt en comment des acteurs énergétiques permettent de sécuriser l'approvisionnement. On a eu la chance, malgré la crise dans le détroit d'Ormuz, ok, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est rué sur les différentes stations, mais globalement, la molécule, elle est là. Nous, on s'est mis en ordre de bataille pour qu'en France, on ait toujours la molécule de disponible. C'est parfois un peu tendu parce que ça pose des sujets logistiques, mais la molécule est là. Et autant vous dire que finalement, cette souveraineté, eh bien, ces grands acteurs énergéticiens, à travers notre structure d'approvisionnement, on va en diversifiant nos sources d'approvisionnement et en étant moins dépendants que certains continents comme l'Asie de la production qui est réalisée au Moyen-Orient, permet de contribuer à cette souveraineté. Et puis alors peut-être un petit mot sur le rôle de la raffinerie de Donges. Quel rôle joue-t-elle, cette raffinerie, dans le dispositif français finalement aujourd'hui? Parlez-nous des investissements qui ont été faits aussi. Bien sûr. Alors, un rôle hyper important. Je voudrais vous partager un chiffre. Moi-même, il m'a surpris. Quand j'ai travaillé sur cette table ronde, j'ai reconstitué cet historique. Depuis 1975, en France, on a fermé 24 raffineries. Aujourd'hui, il en reste 6. Total Énergie, on en opère 3, et Donges fait partie des 2 plus grosses raffineries. Et donc, effectivement, le choix qui a été fait sur Donges, c'est de se dire, on a une position remarquable sur cette façade atlantique, et donc qui nous donne la possibilité à la fois d'importer des produits finis, parce qu'aujourd'hui, on a un marché qui est très, très gasoil dans le parc de véhicules. On reparlera tout à l'heure des usages. Et aujourd'hui, on produit beaucoup d'essence sur la raffinerie de Donges. Et il a été décidé de mettre 400 millions d'euros à travers une nouvelle unité de désulfuration qui non seulement va permettre de produire un peu plus de gasoil, mais surtout d'avoir des produits qui vont être aux spécificités. Tous les produits seront aux spécificités du marché européen et donc éviteront d'avoir à réexpédier une partie des productions à l'international.
Merci beaucoup. Josquin Vernon, encore vous. Côté filière nucléaire, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté sur nos propres composants aujourd'hui ? Alors, globalement, on peut en parler, oui, parce que, c'est un petit peu comme à l'image l'image que donnait le chef d'état-major des armées sur l'armée française qu'il qualifiait d'armée bonsaï. La filière nucléaire, elle est restée globalement comme ça, malgré à peu près 20 ans où on a eu peu de production. On a su garder l'ensemble des briques de la chaîne de valeur dont on disposait. Il y a aussi une des raisons pour lesquelles la filière, même si les grands clients de cette filière sont assez exigeants, elle reste attractive parce qu'effectivement, ça donne une stabilité assez forte. Les entreprises qui font à partie de cette filière, elles sont quand même plus veillées que d'autres. Et donc, globalement, elles ont quand même plutôt bien traversé les dernières décennies, malgré l'atonie du marché de la production nucléaire sur les installations. Et par ailleurs, à l'image de ce que disait le camarade de la DGA tout à l'heure, la filière nucléaire, elle est très peu spécialisée dans le nucléaire. Les entreprises qui la composent, à leur très vaste majorité, elles travaillent pour moins d'un sixième de leur activité pour le nucléaire. Donc elles n'en dépendent pas non plus pour vivre. Donc grosso modo, aujourd'hui, on a, donc comme je l'évoquais, un peu plus de 90% des achats pour le nouveau nucléaire qui sont faits auprès d'acteurs français. Alors après, il y a des dépendances qu'on connaît dans les profondeurs de la supply chain, parce qu'il faut, d'ailleurs ces 90%, il faut voir où ça provisionne les fournisseurs qui eux-mêmes se fournissent chez d'autres. Les rangs 2, les rangs 3, etc. Les rangs 1, les rangs 2, les rangs 3. Et après, on a des dépendances qui sont des dépendances qui sont partagées par l'ensemble de l'industrie, et certaines, notamment aux ressources minières, choses comme ça. Et après, on a des dépendances à quelques briques technologiques, mais qui sont généralement à l'endroit de pays qui eux-mêmes auraient du mal à se passer de la filière française, parce que justement, le fait qu'elle soit restée complète et le fait qu'elle ait gardé un certain nombre de capacités fait qu'aujourd'hui, dans un contexte où la demande de nouveaux nucléaires elle est très importante au niveau international, la servir sans s'appuyer sur la filière française, c'est pas non plus si commode que ça. Typiquement, si les Russes installent des turbines Arabelle, c'est pas juste par amour de la France. Si on devait citer un composant critique qu'on ne sait pas fabriquer en France aujourd'hui, par exemple. Je n'en citerai pas. Merci. Bon, on va passer maintenant à deuxième chapitre sur le réseau électrique. Est-ce que le réseau électrique est prêt à absorber la demande importante qui arrive ? Je vais commencer avec vous, Carole Pitois-Goudot, déléguée régionale RTE. RTE qui gère les autoroutes de l'électricité. On parle d'électrification massive, de réindustrialisation, de nouveaux usages dans les prochaines années. Est-ce que le réseau est aujourd'hui réellement dimensionné pour absorber tout ça aujourd'hui ? C'est tout l'enjeu qui est devant nous. Donc, en tout cas, nous travaillons à préparer un programme d'investissement pour accompagner cette transition. Donc, Arnaud a rappelé et a planté le décor sur le mix énergétique de la France aujourd'hui, avec la part très importante et dominante des énergies fossiles. Donc, face à une ambition visant à sortir progressivement de ces énergies fossiles, tout l'enjeu est d'accompagner ce transfert progressif vers l'électricité. Et donc, c'est tout, effectivement, le centre de notre programme d'investissement pour les décennies à venir. Très concrètement, d'ici 2030, on prévoit de multiplier par 3 les investissements sur le réseau, qui se monteront du coup à 8 milliards d'euros. Il vise justement donc à accompagner cette électrification progressive du pays, que ce soit en raccordant les nouveaux moyens de production, nucléaire, énergie renouvelable, raccorder les nouveaux consommateurs. Donc effectivement, c'est un enjeu colossal, mais voilà, les choses sont en place et aujourd'hui RTE investit déjà massivement dans des zones, donc les grosses zones industrielles de France, et notamment les zones portuaires, que ce soit le Havre, la zone de Dunkerque, la zone de Fos-sur-Mer. On a également un programme d'investissement prévu dans l'estuaire de la Loire.
Donc voilà, les choses sont en place et notre programme d'investissement effectivement est prêt. Et peut-être pour rassurer, est-ce que le réseau sera prêt et déjà aujourd'hui, on peut indiquer que le délai moyen entre l'engagement ferme d'un client industriel et sa mise à disposition effective de son raccordement, c'est environ 17 mois. Ce qui peut être long, c'est la partie amont, donc la partie étude et toute la partie instruction, donc administrative et environnementale, dès lors qu'on doit construire de nouvelles lignes électriques effectivement sur un site. C'est tout l'enjeu pour nous, et je vais aussi parler au nom de l'ensemble des gestionnaires de réseau, donc Enedis. Il faut absolument que les gestionnaires de réseau, là je m'adresse donc à tous les industriels qui sont dans la salle, de bien penser à nous associer le plus en amont possible. Et après, ce qui va effectivement être extrêmement efficace, ça va être le travail collectif entre les gestionnaires de réseau, RTE, Enedis, en fonction de la taille du raccordement demandé, l'industriel, les services de l'État, je vous évoquais toute la partie instruction administrative d'autorisation, et les collectivités pour identifier ensemble tous les leviers d'accélération. Et moyennant ça, voilà, on peut atteindre effectivement des délais de raccordement qui peuvent être très rapides. Le rôle de RTE et Enedis se distingue en fonction de la taille, c'est ça Oui, donc RTE, comme vous l'indiquez, on gère les autoroutes de l'électricité, donc on gère le réseau à très haute tension et à haute tension. Enedis, ils vont prendre le relais pour les routes nationales puis départementales. Donc au-delà de quelques dizaines de mégawatts, c'est plutôt des sites de production et de consommation qui sont raccordés sur le réseau de RTE. En deçà, ce sera plutôt Enedis. Merci beaucoup. Stanislas Landry, je me tourne désormais vers vous. Côté EDF, quelles sont les conditions concrètes pour un industriel qui veut sécuriser son approvisionnement en électricité? C'est quoi les offres, les contrats, les visibilités sur les volumes? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux industriels qui sont là aujourd'hui? Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, je pense que vous le savez, on le sait tous, la France et bon nombre, enfin tous les pays ont traversé depuis maintenant 6 ans 3 crises majeures. Entre le Covid, la crise russo-ukrainienne et la crise du Moyen-Orient que l'on vit en ce moment, nous sommes confrontés tous collectivement à la fois à des ruptures d'approvisionnement, pas que énergétiques, y compris dans toutes les chaînes d'approvisionnement, quel que soit le secteur d'activité, également à la volatilité des dépenses énergétiques et puis à des incertitudes géopolitiques et réglementaires. Dans ce contexte assez émouvant, on a pris conscience finalement du besoin de retrouver la maîtrise de notre destin et donc cet enjeu de souveraineté. Et pour cela, tous les industriels, je dis bien tous parce que au marché d'affaires, nos équipes ont la chance d'accompagner de l'artisan jusqu'au très grand industriel électro-intensif ou pas électro-intensif. Donc on a vraiment toute la typologie de clients B2B et tous demandent, outre le coût et la compétitivité, ce qui est normal, mais ils demandent surtout de la stabilité et de la visibilité. Parce que c'est important, à travers cette visibilité sur les coûts, enfin visibilité et stabilité sur les coûts de l'énergie, de pouvoir à la fois former vos prix de vente des produits, mais également d'être en capacité d'investir. Je pense que personne ne me contredira sur ces deux dimensions. Aujourd'hui, la France dispose d'un parc de production, Arnaud, vous évoquiez le nucléaire, l'hydraulique, le renouvelable, qui permet d'avoir une électricité décarbonée, évidemment, de par les différentes technologies que nous utilisons, souveraine. Josquin, vous évoquiez, alors non pas sur les équipements, mais si on prend le nucléaire existant, par exemple, le combustible aujourd'hui est totalement maîtrisé de par la diversité des sources d'approvisionnement à travers le monde. Et c'est vrai, par contre, pour l'hydraulique et les ENR, là, les enjeux de combustible amont n'existent pas. Donc la souveraineté est garantie. On a également une électricité abondante, y compris par le data center, je tiens à le préciser quand même, puisque l'année dernière, EDF, on a exporté plus de 92 TWh, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de la Belgique, en l'occurrence, et 89 TWh en 2024. Donc on a largement de quoi absorber les data centers, mais également grâce aux futurs réacteurs EPR2, les augmentations de puissance sur les barrages qui vont être permis grâce à l'évolution du statut réglementaire des concessions. Donc on va pouvoir augmenter la capacité finalement de production du parc en France. Et puis enfin, cette électricité en France, elle est également compétitive.
La France a retrouvé sa première place en termes de compétitivité, y compris par rapport à l'Espagne. Quand vous prenez des études qui ne sont pas réalisées par EDF ou par la France, mais aussi bien par la CREG, le régulateur belge qui s'est appuyé sur PwC, ou bien par l'étude eBridge qui travaille pour le ministère de l'Énergie des Pays-Bas, la France est entre 45 et 300% moins chère que les autres pays européens. Ces fourchettes varient évidemment en fonction du profil de consommation, parce que vous soyez un industriel électro-intensif, que vous soyez une PME, que vous consommiez plus l'été, l'hiver, etc. Donc ces différents profils ont été étudiés et la conclusion, c'est que hormis la Norvège, la France est le pays le plus compétitif en termes d'électricité. Pas forcément connu par le grand public. Ça. Non, tout à fait. Non, tout le monde pense à l'Espagne, mais en réalité, l'Espagne n'est plus. Elle l'a été pendant quelques mois, mais la France est redevenue, a repris sa première place. Juste une petite question, Stanislas Landry. Oui. Un industriel qui veut du 100% électrique demain, est-ce qu'il a une garantie sur la continuité d'approvisionnement ou pas aujourd'hui ? Ah oui, mais alors en l'occurrence, entre les outils de production et le réseau de distribution et de transport, aujourd'hui, la France dispose d'un taux de disponibilité des installations et donc de mise à disposition de l'électron aux consommateurs parmi les meilleurs au monde, ou le meilleur au monde même, me semble-t-il. Donc il n'y a aucun débat. Je pense que vous demandez à un Français combien de fois il a perdu son congélateur, comparativement à un Américain ou même à un Européen. En général, peut-être une fois dans le cas d'une grande tempête, et ça ne dure pas longtemps. Je pense que chaque image le montre. Et après, simplement pour terminer sur cette dimension finalement sécurisation d'approvisionnement, vous le savez, l'AREN s'est terminée au 1er janvier, au 31 décembre 2025. Le market design européen a conduit à mettre en place une nouvelle politique commerciale chez tous les fournisseurs, chez Total, chez Engie, chez EDF et chez tous les fournisseurs alternatifs, qui ont permis de proposer à la fois des contrats à moyen terme de 4-5 ans, à prix fixe ou bien adossé au marché, et puis des contrats de plus long terme, à 10, 15, 20 ans, sous la forme soit de PPA renouvelables, qui existent depuis un peu plus longtemps, soit sous la forme de contrats, ce qu'on appelle chez EDF les contrats d'allocation de production nucléaire, c'est-à-dire ce sont des partenariats industriels où l'industriel accompagne EDF et profite de la production réelle du parc. Voilà, donc vous voyez une électricité qui est là vraiment pour garantir la souveraineté de nos industriels. Troisième partie, on va avancer un petit peu dans ce débat. Financement, coordination, qui paie, qui décide, qui exécute. Arnaud Pathiot, une question pour vous. Sur les investissements de Total Energy, 15 milliards par an, dont 4 à 5 sur les renouvelables, c'est ça ? Comment vous arbitrez ces investissements ? En fait, on essaye d'être cohérent par rapport à notre stratégie. Nous, on est très clair sur notre stratégie. On a vraiment cette stratégie de piliers. On a besoin de répondre aux besoins d'aujourd'hui des consommateurs et qui sont aujourd'hui très fossiles. Donc on continue d'investir dans le pétrole et dans le gaz, et particulièrement dans le gaz, parce qu'on reste convaincu que le gaz va être cette énergie de transition. La deuxième conviction que l'on a, et qui alimente notre deuxième pilier, c'est de dire l'énergie de demain sera l'électron. Et c'est là où je vous disais qu'on convergeait. On est convaincu qu'effectivement l'énergie de demain sera l'électron. Maintenant, pour pouvoir basculer l'ensemble des consommations actuelles qui sont très fossiles vers cette consommation électrique, il faut construire les systèmes. C'est pour ça qu'on a besoin de grands acteurs comme RTE, mais également à l'échelle mondiale. Et il y a un enjeu de temporalité. Tant que le système de demain n'est pas entièrement construit, on ne pourra pas avoir l'objectif de se passer intégralement des énergies fossiles. Qui sont les clients pour l'électron ? Pour l'électron, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous savez, on se rejoint avec, j'ai mon homologue justement d'EDF sur la région, Hervé Rivoilin, on anime au sein d'une association qui s'appelle l'AVER Ouest. l'AVER Ouest vise à militer la décarbonation des mobilités. Globalement, on voit, et c'est quelque part la seule bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles à l'échelle mondiale, il y a un déclic qui est pris par les consommateurs en matière d'achat d'automobiles. On voit qu'effectivement, il y a une part de l'électrique qui est en train de bondir. C'est tant mieux.
Mais si vous avez la même discussion avec les transporteurs, on voit qu'il y a énormément encore de pédagogie à avoir sur ces sujets-là. Et c'est normal. Les constructeurs poids lourds. Alors, on a Scania qui vient d'annoncer un investissement majeur à Angers, donc ça c'est top. Mais les transporteurs, il faut qu'ils y aillent. Aujourd'hui, il y a un surcoût à l'achat et surtout, il faut qu'ils soient convaincus qu'ils vont trouver les bornes électriques. Et là, ce n'est pas des petites bornes de 3 ou 7 kilos. On parle de méga chargeurs. Mais les équipes de RTE et de Nedis sont en train de travailler. On a une boîte pour faire du local qui s'appelle SF Transport, qui est vraiment à la pointe justement de la décarbonation de son parc. Mais une fois qu'on a dit ça, ça prend du temps. Vous voyez, on vient de remporter l'AO8, donc l'appel d'offres numéro 8 sur Centre-Manche 2 pour de l'offshore wind. On est ravis, mais sauf que le parc il sera construit à l'horizon 2032-2033. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Et après, un dernier enjeu quand même à partager avec vous, on voit qu'il peut y avoir, ça faut s'en féliciter, une explosion de la production renouvelable. Mais on connaît l'intermittence et on sait, alors là je parle sous couvert de spécialistes, de gérer cet équilibre entre production et consommation. Donc il y a peut-être une brique sur laquelle on peut travailler qui concerne tous les enjeux de stockage. On a une filiale qui s'appelle Saft qui travaille beaucoup justement sur ces sujets-là. Mais c'est là où on voit ce jeu collectif, pour reprendre les mots les propos liminaires de Nicolas. Les solutions, elles passent par un jeu collectif en discutant avec l'ensemble des acteurs et surtout en travaillant beaucoup sur les usages. Parce que c'est bien beau de mettre à disposition des électrons ou des molécules, si derrière les usages ne sont pas là, si la société ne se convertit pas à ces nouveaux usages, on n'y arrivera pas. Un mot peut-être, Carole Pito-Agudo, oui, sur les investissements et sur le rôle d'RTE dans ces projets industriels. En rebond à ce que vient d'évoquer Arnaud, donc là on est dans une formidable aventure où on construit la transition. Le cap est donné. Et effectivement, tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. Alors, comme tous les industriels, RTE, on travaille sur du temps long. Construire une nouvelle ligne électrique, construire un nouveau poste électrique. Effectivement, il faut l'anticiper. Donc, c'est tout l'enjeu du programme d'investissement qu'on a mis en place et qui prévoit 100 milliards d'euros d'investissement donc à l'horizon de 2040. Et comme l'évoquait effectivement Arnaud, donc on est dans une phase de transition. On sait où on veut aller. Et après, effectivement, le chemin n'est pas complètement tracé. Aujourd'hui, conjoncturellement, on bénéficie, et c'est un atout superbe pour la France, d'un parc de production excédentaire, très décarboné, avec des prix compétitifs, ce qui a été rappelé jusqu'avant. Donc toutes les conditions sont réunies pour pouvoir alimenter de nouveaux industriels ou une industrie qui veut se décarboner. Donc c'est tout l'enjeu effectivement pour RTE, c'est de l'accompagner, accélérer quand c'est nécessaire. On va aussi observer ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on investit massivement donc, dans le nord de la France et sur la couronne parisienne, parce que les industriels sont engagés, effectivement. Et on reste en veille et prêt donc, à accompagner tous les autres bassins dès lors qu'ils seront prêts donc, à se développer. Et donc, effectivement, dans l'une des missions fondamentales qui est la nôtre, RTE, au-delà de gérer ce réseau d'infrastructures, on est garant de l'équilibre à tout instant entre la production et la consommation électrique, chaque jour, chaque seconde. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, je peux vous témoigner qu'on a une production qui est abondante, donc il n'y a plus qu'à. Stanislas Landry, un mot également. Ces grands chantiers mobilisent des dizaines, voire des centaines de milliards sur des horizons très longs. Comment ça s'organise concrètement entre l'État, les opérateurs et les industriels aujourd'hui ? En fait, effectivement... si industriel que vous êtes, vous souhaitez électrifier ou renforcer en tout cas votre process, la place de l'électricité dans votre process. Arnaud, vous évoquiez le travail sur l'usage. Il y a plusieurs enjeux. Notamment le premier, c'est le financement. On l'évoquait dans une précédente table ronde. Évidemment, au regard du contexte économique et surtout des montants que vous évoquiez, et évidemment votre enjeu, c'est d'abord d'investir sur votre cœur d'activité et pas sur l'énergie. Donc, on doit vous apporter des solutions. Il y en a plusieurs. D'abord, des subventions publiques, nationales ou européennes, avec les différents appels d'offres, GPID ou Décarbone, Décaflash, etc. Vous avez également des possibilités de financement via les C2E qui sont proposées par les obligés, les fournisseurs d'énergie, pétroliers, électriciens, etc., donc qui contribuent à financer ces projets d'électrification chez les industriels.
Vous avez également des solutions de soutien, de subvention directement faites par les énergéticiens. Voilà, EDF, il y a quelques semaines, à l'occasion de ses 80 ans, a annoncé un programme de soutien, aussi bien pour les poids lourds que vous évoquez, pour accompagner le financement des poids lourds, mais également pour des chaudières électriques, pour l'installation de chaudières électriques chez les industriels. Deuxième enjeu, après le financement, c'est évidemment toute la préparation de ces chantiers, de cette bascule d'usage. On évoquait tout à l'heure le raccordement, évidemment, ça va être anticipé, comme vous l'évoquiez, Carole, avec la possibilité, au-delà de la problématique de renforcement, d'augmentation de puissance grâce à RTE, de pouvoir travailler aussi avec Enedis en phase transitoire, le temps que RTE fasse ses travaux. Enedis peut aussi accompagner en phase de ramp-up par rapport au projet industriel. Et puis il y a aussi, toujours dans cette phase de préparation, de planning, toute la partie étude sur laquelle les énergéticiens sont là pour accompagner aussi bien dans l'analyse du process et qu'est-ce qui peut être électrifié, mais également travailler sur la qualité de votre réseau électrique, sur le dimensionnement de vos transformateurs dans vos sites, etc. Ce sont des enjeux sur lesquels les énergéticiens, EDF, et je suis sur Total, j'espère, mais je n'ai pas de doute, savent répondre. Non, Engie, on n'en parle pas. On va rester sur Total et EDF, c'est très bien. Et puis évidemment, l'accompagnement sur les démarches administratives qui parfois peuvent être lourdes, qui peuvent être longues. Ce n'est évidemment pas votre priorité. Votre job, c'est vous de concentrer sur votre cœur d'activité, sur votre objet social, certainement pas sur des démarches administratives. Et donc, on est là aussi pour accompagner sur ce volet. Les dernières questions, je vous la pose à tous les quatre. Dans 10 ans, comment saura-t-on qu'on a vraiment avancé? Josquin Vernon. En matière de souveraineté énergétique. En matière de souveraineté énergétique. Vu de ma fenêtre, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut que dans 10 ans, on soit à peu près au trait par rapport à ce qu'on s'est dit sur les différents programmes nucléaires que j'ai esquivés, mais aussi sur le déploiement des différentes autres modes de production qui sont prévus par les PPE, qui sont massivement des ENR, comme j'évoquais. Et pour rebondir sur ce que disait le camarade de Total, il faut que dans 10 ans, on ait considérablement diminué notre dépendance aux fossiles importés. C'est deux aspects qui sont... L'indicateur principal. Voilà. Carole Pitouagoudot. Donc, effectivement, moi, je me projette à 2030. La cible qui a été fixée par l'État, on divise par 2. En 2036 10 ans, 2036, pardon, excusez-moi. On divise effectivement par 2. Aujourd'hui, 60% de la consommation énergétique française est fossile. Dans 10 ans, divisé par 2. Et donc, je me projette sur le fait que dans 10 ans, effectivement, on a raccordé, alors on aura commencé à instruire les raccordements des futurs réacteurs nucléaires. On aura raccordé, on continuera à raccorder les énergies renouvelables terrestres et les parcs offshore. Et la consommation électrique aura décollé pour se substituer peu à peu à la consommation d'énergie fossile. Et le réseau sera au rendez-vous. Merci Arnaud Patio. Oui, je rejoins mes camarades. Je crois que l'indicateur, on l'a vu, c'est ce 58%. Qu'est-ce qui sera dans 10 ans? Je ne sais pas si on peut se fixer une cible, mais en tout cas, on a des atouts. Enfin, soyons positifs aussi. On a vraiment des atouts. On a une filière nucléaire qui est robuste, le renouvelable qui est là, le biogaz qui se développe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le message que moi, en tout cas, je souhaite passer, c'est que on est en route. Enfin, voilà, comparons-nous par rapport à ce qui se passe par ailleurs. On n'a pas à rougir de la situation dans laquelle on est. On parle entre énergéticiens, on peut être concurrent sur certains marchés, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est en capacité à fournir les énergies dont on a besoin. Celles d'aujourd'hui, celles de demain. Maintenant, le job qui reste à faire, c'est à convaincre vous, clients industriels, les transporteurs, parce que, encore une fois, le chemin, il sera ensemble, collectivement. Sinon, on aura beau avoir des électrons ou de la molécule, si elles ne sont pas correctement utilisées, ça ne marchera pas. Et on a de la marge de manœuvre. Et je suis sûr qu'on peut être on est convaincu et on peut être convaincant. Stanislas Landry. En fait, c'est une question, j'allais dire, très facile, parce que dans le projet d'entreprise d'EDF, et dans la définition de notre ambition stratégique, on a défini justement pour 2035, un de nos objectifs, c'est d'accompagner une croissance de la consommation française de plus 150 TWh en électricité. Ce n'est pas la part de marché d'EDF, non, c'est la France, dans son entièreté, qui doit consommer 450 TWh de plus par rapport à 450 aujourd'hui. Ces 150, on les retrouve aussi bien sur les transports, Arnaud, que vous évoquiez, donc 60
70 TWh. On vise 60 TWh supplémentaires sur l'industrie. On vise une stabilité sur le bâtiment pour compenser les effets d'efficacité énergétique. Et enfin, la dernière brique, c'est 20 TWh sur les data centers. Et c'est ça notre objectif, c'est accompagner la France, et pas uniquement les clients d'EDF, mais l'ensemble des Français, particuliers et professionnels, vers une consommation supérieure d'électricité en substitution des énergies fossiles, donc 150 TWh supplémentaires. On a hâte d'y être. Merci beaucoup. Merci à nos 4 invités pour ce débat passionnant et merci aussi pour la clarté et la franchise de vos réponses.